de 18 minutes. Merci, Monsieur le Président. Alors, évidemment, je tiens à saluer tout le monde qui est présent aujourd'hui, Monsieur le ministre, les gens qui l'accompagnent, les députés du côté gouvernemental, ma collègue du deuxième groupe d'opposition, également tous les fonctionnaires qui sont présents, mon recherchiste également ici du côté du Parti québécois. Je suis heureuse d'être là parce qu'évidemment, on a beaucoup de questions à poser dans le cadre de l'étude des crédits du dossier immigration. Et d'entrée de jeu, j'irai avec un dossier qui est éminemment d'actualité, évidemment, celui des demandeurs d'asile. Alors, ce sera l'occasion d'avoir des réponses, j'en suis certaine, très concrètes à nos questions que nous soulevons depuis plusieurs mois maintenant. Alors, d'entrée de jeu, je vous demanderais jusqu'à maintenant d'avoir un état de situation des demandeurs d'asile en 2018 jusqu'à aujourd'hui, donc 25 avril 2018. Combien y a-t-il eu de demandeurs d'asile qui sont venus, donc des migrants qui sont venus demander l'asile au Québec jusqu'à maintenant? Monsieur le ministre. J'ai pas les chiffres en date d'aujourd'hui, là, mais si on remonte, moi, les derniers chiffres que j'avais en termes de traversée, là, j'étais à... j'ai 23 avril. Alors, 23 avril, c'est le plus récent que j'ai. Je croyais que j'avais juste seulement de la semaine dernière. Alors, j'ai 6 797 interceptions quotidiennes depuis le 1er janvier 2018. Ça, ce sont des demandeurs d'asile donc qui franchissent la frontière de façon irrégulière. C'est ce que je comprends, oui. OK. Avez-vous le chiffre pour les demandeurs d'asile de façon générale? Parce que c'est pas tous les demandeurs d'asile qui passent par les chemins irréguliers. Non, vous avez raison, là. Moi, ce que je peux vous donner comme règle, là, si on se base sur l'année dernière, c'était à peu près 60... Les demandeurs d'asile irréguliers représentaient environ 75 du total, là. Alors, vous vous souvenez, on avait presque 25 000 demandes d'asile totales pour l'année fiscale, là. Ça, c'est un chiffre que je crois qu'on a tous, on s'entend tous à donner, près de 25 000. Alors, c'était à peu près 75 %, donc ça tournait autour de 18 000 quelque chose. Encore une fois, là, je tire ça de mémoire, qui étaient des demandeurs d'asile irréguliers. Alors, se basant là-dessus, on est dans ce giron-là, mais je veux juste, d'entrée de jeu, là, pour tout le monde, tous les chiffres qu'on a nous viennent du fédéral. T'sais, dans le sens que on n'a pas, nous, d'autres chiffres que nous, on compile, à part les chiffres, là, puis on parlera sans doute des places d'hébergement temporaire, tout ça. Ce qui relève de nos ministères, du gouvernement du Québec, on a nos chiffres. Mais quand on parle de demande d'asile, concrètement, ce sont des chiffres qui viennent du fédéral. Oui, tout à fait. Juste pour établir ça d'emblée, là. C'est assez important de les connaître, évidemment, ces chiffres-là, pour être en mesure de bien saisir la situation. Mais quand même, quand on dit que l'année dernière, sur les 25 000 demandes d'asile qu'il y a eu au Québec, il y en avait 75 % qui étaient donc par des demandes d'asile, donc des demandeurs qui avaient franchi la frontière de façon irrégulière. Si on regarde les 3 premiers mois de l'année 2018, il n'y en avait pratiquement pas eu, de l'année 2017, pardon, les 3 premiers mois de l'année 2017, il n'y avait pratiquement pas eu de migrants ou de demandeurs d'asile qui avaient passé par les voies irrégulières. Donc, peut-être que même la situation pourrait être plus élevée actuellement que le 75 %. Juste, je m'excuse, Monsieur le Président, on vient de me passer. Donc, total, du 1er janvier au 9 avril 2018, 7 188. Donc, irréguliers plus réguliers. Vous voyez, jusqu'au 23 avril, c'était 6 797 interceptions. Donc, vous voyez que c'est la grande majorité. Là, ça, on le constate tous. Là. Puis pour revenir à votre question, là, j'ai pas les mêmes dates. Là. Vous comprenez? Là, je peux pas avoir les exactes mêmes dates. Mais on avait déjà dépassé au début du mois le 3 fois plus comparativement sensiblement aux mêmes périodes. T'sais, du 1er janvier 2017 au 30 avril 2017, de mémoire, c'était 2023. Puis on était déjà à plus de 6 074 il y a une semaine ou deux. Alors, c'est pour vous dire qu'on est déjà dans le 3 fois plus, donc c'est une augmentation marquée. Oui, tout à fait. Merci pour cette réponse.
Pour ce qui est maintenant de la question des permis de travail, je sais qu'encore une fois, c'est des chiffres là, qui vous viennent du gouvernement fédéral, mais puisque vous êtes membre du comité Québec-Canada qui s'occupe de la question, j'imagine que vous avez également la réponse de ce côté-là. Alors, on sait qu'il y a eu, comme vous l'avez bien dit, environ 25 000 demandeurs d'asile au Québec pour l'année 2017. Est-ce qu'on connaît pour ces 25 000 demandeurs d'asile combien sur 25 000 ont pu obtenir un permis de travail? C'est ça. Monsieur le ministre. Le chiffre, oui, Monsieur le Président, le chiffre que j'ai pour l'année dernière, là, bien, encore une fois, on parle d'année fiscale, là, c'est à peu près 12 000. Puis je veux juste préciser, hein, sur les 25 000, il y a des personnes qui ne sont pas en âge de travailler. Là. Je veux juste quand même qu'on relativise pas. Il ne faut pas faire un ratio 12 sur 25 parce qu'il y a des personnes âgées. Ah, bon, j'ai le chiffre exact. Mais ça, c'est au 24 avril? Oui. Ah, au 24 avril, 12 997 permis. Alors, remontant à... C'est à quand, pardon? Ah. 6 octobre 2017. Donc, du 6 octobre 2017 jusqu'au 24 avril 2017. 12 997. Alors, je voulais juste une précision quand même. Il y a certaines personnes âgées. Disons qu'il y a eu un travail, puis ça, il faut quand même que je le reconnaisse. J'ai été très critique par rapport au gouvernement fédéral, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a eu des efforts parce que, si on se souvient, juillet-août, ça prenait plus de 3 mois à émettre un permis de travail. Puis là, on est aux alentours de 25 jours. Alors, il y a quand même eu des efforts importants qui ont été faits au niveau de l'émission des permis de travail. Donc, vous confirmez que c'est bel et bien la moyenne qui est de 25 jours et non pas simplement une cible. C'est vraiment quelque chose qui a été atteint? C'est une moyenne. Oui, c'est une moyenne qui a été atteinte. On le voit concrètement. Il y a certains permis qui prennent plus que 25 jours. Là. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a vu des permis être émis là, en 25 jours. On a vu ça. Bon, alors, c'est une amélioration notable puisqu'on entendait il n'y a pas si longtemps que ça pouvait prendre des mois. Alors, oui. C'est d'ailleurs une demande. Puis ça là-dessus, je sais que c'est une demande que le Parti québécois a soulevée, la CAQ aussi, puis nous aussi. Là. Tout le monde, je crois, trouvait ça inacceptable, des délais de plus de 3 mois. Et ça, c'est une demande que nous avons faite dès l'automne dernier, puis il y a eu une réponse quand même rapide. Pour nous, on devrait en faire encore plus. Je suis sûr qu'on pourra y arriver. Mais déjà, il faut dire qu'on est passé de plus de 3 mois à 25 jours, fait que c'est déjà un pas dans la bonne direction. Justement, sur ce dernier point, je pense vous avoir entendu aussi, à la suite de votre rencontre avec le gouvernement fédéral, dire que vous souhaitiez accélérer encore davantage les permis de travail, puisque même s'il y a la moyenne de 25 jours, des fois, ça peut prendre encore plus de temps. Et est-ce que vous avez demandé, comme nous, on le demande au Parti québécois depuis plusieurs mois, par exemple, que les permis de travail puissent être octroyés directement au moment où le demandeur d'asile passe son test de santé et de sécurité? Est-ce que c'est quelque chose qui a été formulé du côté de votre gouvernement? Oui. Alors, en tout cas, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on s'est inspiré du Parti québécois là-dessus. Je ne dirais pas qu'il a parlé de ça au départ. Mais je peux vous dire que c'est quelque chose qu'on proposait et que j'ai proposé même avant Noël. Et suite à la rencontre de mercredi, c'est parce que l'idée, c'est que en émettant les permis de travail de façon concomitante, M. le Président, avec la traversée, ce que ça permettrait de mettre en œuvre un de 2 systèmes de triage qu'on propose. Un des 2 systèmes de triage que nous proposons, c'est que le gouvernement fédéral, en émettant le permis de travail de façon concomitante à la traversée, là, après les vérifications de base de sécurité et de santé et d'émission là, de numéro de dossier là, de demandeurs d'asile, bien, qu'il y ait un permis de travail pour qu'on puisse procéder à un triage et les personnes qui auraient des compétences qui sont requises en région, bien, on pourrait les amener en région, mais ça voudrait dire aussi un accompagnement important de la part du gouvernement fédéral pour mettre en place ce système-là. Député? Oui, bien, est-ce que concrètement, est-ce que la demande a été faite de la part au gouvernement fédéral et est-ce qu'il y a eu une date de mise en vigueur qui a été évoquée? Est-ce que le fédéral est ouvert à agir de la sorte? Bien, oui, non seulement la demande a été faite, mais elle a été reconnue le soir même de la rencontre de mercredi dernier. Le ministre Garneau, qui préside le comité, a, dans les 4 éléments qu'il a énoncés, qui étaient des conclusions là, de la rencontre, c'était notamment le système de triage
la mise en place par le fédéral d'un système de triage avec émission plus rapide des permis de travail. Donc, oui, la demande a été faite. 2, la demande a été acquiescée. Alors là, ce que je comprends, c'est que depuis jeudi dernier, le gouvernement fédéral s'affaire, et ça a été dit publiquement, s'affaire, les fonctionnaires, je crois, du fédéral ont fait un briefing technique auprès des médias vendredi après-midi pour discuter notamment du fait qu'ils allaient travailler sur ce type de triage-là. Est-ce qu'il y a une date spécifique de livraison des 2 systèmes de triage? Moi, à ma connaissance, j'en ai pas eu. Merci. On vous a également entendu parler de votre directive de limiter à 1850 places dans les hébergements d'urgence. C'est même entré en vigueur hier. Par contre, comme je l'ai évoqué lors de la période des questions aussi, les estimés, ce qu'on pense qui va arriver cet été, c'est qu'il va y avoir des périodes de pointe où il va y avoir, par exemple, 400, 500 demandeurs d'asile qui vont franchir la frontière du Québec par jour. Puis même si on le coupe là, de 40 %, admettons qu'il y a un système de triage qui est mis en vigueur, je ne considère pas que c'est la bonne solution. Je crois qu'il faut agir en amont, mais admettons que c'est ça qui est fait, puis que 40 % des demandeurs d'asile qui sont envoyés en Ontario, n'en demeure pas moins que les places vont être remplies extrêmement rapidement. Alors, évidemment, on est aussi d'accord pour dire que le fédéral doit pallier, doit assumer ses responsabilités. C'est quelque chose que l'on dit depuis l'été dernier. Mais concrètement, si le fédéral n'agit pas, si le fédéral n'ouvre pas des places d'hébergement, c'est quoi le plan B de votre gouvernement? Le plan A demeure que c'est au fédéral, puis il faut quand même, M. le Président, que j'explique la mécanique du 1850 places en hébergement temporaire. Nous, au Québec, on a 4 centres qui sont conçus pour ça, qui sont gérés par le ministère de la Santé. Les 4 centres sont à Montréal et il y a dans ces centres-là, au total, 1850 places. L'année dernière, quand on s'est rendu à 13 centres, c'était des centres, là, on étire la sauce là, quand on dit que c'était des centres. Là. On parle du stade olympique, on parle d'hôtels, on parle de gymnase d'école. Alors, ce n'est pas des centres. Alors, on était devant une situation humanitaire importante et on a fait ce qu'on a pu avec les ressources qu'on avait. Mais là, le fait est que nos ressources, et ça, je l'ai dit plusieurs fois, d'autres ministres du gouvernement l'ont dit, nos ressources sont à pleine capacité. Alors, une des expressions du fait que nos ressources gouvernementales sont à pleine capacité, c'est le nombre de places. Ce n'est pas la seule expression. Le ministre de l'Éducation en a parlé, la ministre des Services sociaux en a parlé. C'est pas juste limité à la question des places en hébergement. Alors, pour les 1850 places, nous, ce qu'on a mis en place, c'est un système qui fait en sorte que, bon, chaque jour, on sait combien de personnes on a, évidemment, dans nos centres. On a vu les tendances des journées précédentes. On peut aussi extrapoler qu'est-ce qui semble s'en venir, mais pas à très long terme. Là. Peut-être, on se dit, bien, avec la tendance, peut-être pour les 3-4 prochains jours. Alors, chaque jour, des représentants du ministère de la Santé téléphonent aux représentants du fédéral à la colle et disent, bon, bien, aujourd'hui, mettons, là, je parle hypothétiquement, là, bien, aujourd'hui, on peut en recevoir 100. Alors là, le fédéral... Parce qu'avant, le fédéral, il mettait tout le monde dans des autobus vers Montréal, automatiquement. Puis c'était dans des autobus affrétés par le fédéral. Alors là, ce qu'on dit au fédéral, c'est bien beau, on est prêt à faire notre part, mais à la hauteur de nos capacités. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'à la colle, bien, il peut y avoir 100, 200, 300 personnes en attente. Et ça va être au fédéral de trouver ce que vous appelez un plan B. C'est pas à nous. Nous, ce qu'on est prêt à faire comme gouvernement, puis les organismes communautaires, la même chose, puis la Ville de Montréal, les arrondissements, la même chose. C'est à la hauteur de nos capacités. On est prêt à faire notre part, mais pas plus. Alors, c'est au fédéral à trouver les solutions au-delà de nos 1850 places. Madame la députée. Je veux bien que c'est la responsabilité du fédéral, mais en même temps, si le fédéral n'agit pas, on ne laissera pas ces gens-là à la rue. Il va falloir qu'ils puissent avoir un plan, parce que oui, vous avez eu la rencontre avec le gouvernement Trudeau, mais ce qu'on avait entendu de la part du ministre Hussein juste avant, c'est qu'il demandait au Québec d'ouvrir de nouveaux centres. On est d'accord avec vous, on a une capacité qui est limitée, on n'aura pas recours encore une fois au stade olympique. Mais la réalité, c'est qu'on l'a déjà vu que le fédéral, à certains moments, ne prenait pas ses responsabilités, puis il semblait avoir quand même
un certain flottement à ce niveau-là de la part quand même des réponses du gouvernement fédéral. Donc, on sait qu'il y a des options, des plans qui pourraient être émis par le gouvernement du Canada. Est-ce que vous leur avez suggéré certaines solutions? Par exemple, on sait qu'il y a des bases fédérales qui existent. Par exemple, à Montréal, il y a la base de Longue-Pointe. Est-ce que vous avez suggéré, par exemple, au gouvernement fédéral d'utiliser cette base-là peut-être pour fournir de l'hébergement d'urgence aux demandeurs d'asile? Monsieur le Président, la députée réfère à la réaction du ministre Hussein avant la rencontre de mercredi. J'apprécierais qu'elle reconnaisse la réaction du ministre Hussein depuis la rencontre de mercredi. L'attitude a complètement changé. Regardez les déclarations tant du ministre Hussein que du ministre Garneau que de l'ensemble du gouvernement fédéral. Il y a eu un changement. Premièrement, il y a eu une reconnaissance explicite que le Québec a fait plus que sa part et qui a porté un lourd fardeau et continue à porter un lourd fardeau. Il y a une reconnaissance que la limite de nos capacités est atteinte. Ça, c'est pas rien, là, ça, Monsieur le Président. Il y a eu, puis outre les deux systèmes de triage, le triage vers les régions avec des permis de travail, avec les ressources qui doivent les accompagner, il y a le fait que si une personne, puis là on a vu jusqu'à 40% des personnes qui traversent nous disent là, de façon quotidienne qu'ils veulent aller ailleurs. Puis il y a peut-être d'autres ressources disponibles ailleurs à l'extérieur du Québec, Monsieur le Président. Alors, c'est de dire au fédéral, bien, triez-les puis envoyez-les là où il y a des ressources à l'extérieur du Québec, surtout si c'est leur désir, parce qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui ne désirent pas rester au Québec. Alors, pourquoi les envoyer automatiquement à Montréal alors qu'ils veulent aller ailleurs qu'au Québec, au Canada? Mais l'autre chose, et c'est ça le nœud du problème, Monsieur le Président, c'est que c'est le processus de traitement de demande d'asile qui prend beaucoup trop de temps. Puis là-dessus, il y a eu 74 millions de dollars d'investis, puis on dit qu'on doit ramener ça à 60 jours, Monsieur le Président. Il reste 1 minute et demie, Madame la députée. Et moi, je reconnais qu'il y a eu un changement de ton, mais pour l'hébergement, il n'y a absolument rien de concret. Le fédéral n'a pas mentionné un seul lieu d'hébergement qui pourrait être utilisé pour loger les demandeurs d'asile, autre que ceux qui avaient été utilisés par le Québec. Alors, en ce moment, on n'est pas du tout rassuré à ce niveau-là. On sait que même s'il y a des systèmes de triage, puis d'ailleurs, je suis très mal à l'aise avec l'emploi du mot triage. Les demandeurs d'asile, c'est pas du bétail qu'on envoie, par exemple, en Ontario. Mais en tout cas, cela dit, je pensais qu'il y aurait pu avoir des engagements plus fermes de la part, justement, du gouvernement fédéral. Est-ce que vous avez suggéré des lieux d'hébergement concrets? En 30 secondes, Monsieur le ministre. Premièrement, Monsieur le Président, le terme triage, c'est un terme qui est utilisé dans le domaine médical couramment. Et parlant d'être humain, il n'y a rien de dénigrant, de péjoratif là-dedans. Ça vient du verbe trier, qui veut dire, puis on peut trier des personnes dans des groupes. C'est tout. Là. Si la députée voit quelque chose de péjoratif, qu'elle le garde pour elle-même. Premièrement, le fait est que c'est au fédéral de trouver des solutions. C'est pas le gouvernement du Québec veut amener des solutions, mais nous, notre situation, c'est que on est prêt à faire un certain bout de travail selon la limite de nos capacités, mais c'est au fédéral parce qu'il a la compétence en matière de demande d'asile, il a la compétence en matière de gestion de frontières. Alors, si on est à 25, 30 000 par année, bien, c'est au fédéral à trouver les solutions. Alors, les pistes de solutions que la députée propose, ça peut être des solutions, mais c'est pas à moi, c'est pas au gouvernement du Québec à faire le travail du gouvernement fédéral. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles façons de faire, parce que c'est une nouvelle réalité, là. On n'est plus devant une situation exceptionnelle. Et devant ce cas-là, bien, c'est au fédéral à trouver ces solutions. Merci. Merci. J'essaie de mettre la parole à Madame la députée de Marie-Victorin pour une période de 14 minutes, 20 secondes. Merci, Monsieur le Président. Alors, je reviendrai tout de suite sur le sujet sur lequel on s'était laissé précédemment. Alors, je vais vous donner une situation, un cas de figure extrêmement plausible, parce que vous dites que le fédéral va prendre ses responsabilités, mais moi, je considère que ce serait tout à fait plausible qu'il ne les prenne pas, comme il ne les a pas prises par le passé, notamment cet été, lorsqu'il a laissé le Québec se débrouiller avec le nombre de migrants qui étaient en augmentation, de demandeurs d'asile. On a dû ouvrir, vous l'avez même dit vous-même, 12, 13 centres, ça a donné le stade olympique. Bref, le gouvernement fédéral, l'année dernière, s'en est vraiment lavé les mains. C'est fort possible que cette année, en termes d'hébergement, ils ne livrent pas la marchandise. Je comprends que vous êtes de bonne foi, vous avez des rencontres avec eux, mais concrètement, en ce moment, on n'a pas d'indices qui nous permettent de croire
qu'ils vont pouvoir mettre en place des centres d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Alors, je vous parle de ce cas de figure auquel je faisais référence. Si, par exemple, on est le 6 juillet aujourd'hui, puis que c'est une des journées où on reçoit le plus de demandeurs d'asile, qu'il y en a, par exemple, 600 qui se présentent à nos frontières, c'est possible. Donc, 600 personnes qui arrivent, alors que, par exemple, nos centres sont déjà remplis à pleine capacité, les 1850 places sont pleines, les 300 places aussi d'urgence fédérale sont pleines. Qu'est-ce que le gouvernement du Québec ferait à ce moment-là? Est-ce qu'on laisserait les gens dans la rue? Est-ce qu'on retournerait les autobus? Est-ce qu'on ouvrirait des nouveaux centres? Qu'est-ce qui serait fait concrètement si on n'est pas capable de loger ces personnes-là? Monsieur le ministre. Monsieur le Président, la députée essaie, puis je comprends quelque part ce qu'elle essaie de faire, mais essaie de remettre ça sur la responsabilité du gouvernement du Québec. Ça ne l'est pas. Je veux bien qu'elle essaie de faire ça, puis de faire en sorte que le gouvernement du Québec soit, en quelque sorte, pris au dépourvu. Mais justement, nos actions depuis la semaine dernière, c'est pour s'assurer qu'on ne soit pas dans une situation catastrophique qui est décrite par la députée. De la façon que ça fonctionne, puis je crois que la députée le sait, ça, parce que dans ses questions précédentes, elle l'a évoqué. La personne qui traverse de façon irrégulière est prise en charge par le gouvernement fédéral. Ce n'est pas des autorités québécoises, c'est des agents frontaliers fédéraux. Alors, là, après ça, ils sont amenés dans un centre de traitement fédéral. Là, il y a un numéro de dossier qui est donné, des vérifications de base au niveau santé, sécurité qui sont faites. Là, la personne est encore dans le giron fédéral. Et ce n'est que lorsque cette personne-là indique qu'elle n'a pas de moyens, elle n'a pas de capacité, elle ne sait pas où aller, bien, on l'envoie d'abord dans ce centre où il y a 300 places, là, encore géré par le fédéral. Là, le fédéral, et l'année dernière, c'était une situation exceptionnelle, puis je comprends qu'on cherche à sauver du temps. Je n'expliquerai pas l'année dernière, mais il y a une différence entre l'année dernière et cette année. Puis la députée veut qu'on en parle, on va en parler. Mais il y avait une différence fondamentale du type de demande d'asile qu'il y avait, puis qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Alors, on est devant une nouvelle situation cette année. Et un des aspects de la nouvelle situation, c'est que nos ressources sont limitées. Alors, c'est le fédéral qui met les gens dans des autobus. Et avant, l'année dernière, le fédéral mettait ça dans des autobus qui allaient vers Montréal. Puis, il y avait de la place parce que oui, on a ouvert le stade. Oui, on a pris des hôtels. Oui, on a ouvert des gymnases. Mais là, on dit qu'on n'a plus les capacités, que ce soit en éducation, que ce soit ailleurs. Alors là, nous, on va faire ce qu'on peut, mais devant le scénario que décrit la députée, c'est le fédéral qui va devoir trouver la réponse à ça, pas le gouvernement du Québec. Et le fédéral a déjà donné des indices respectueusement avec l'interprétation de la députée. Il y a déjà des indices. Je ne vais pas répéter ce qui a été décidé par le fédéral et le travail qui a été fait, je l'ai déjà fait. Mais juste l'année dernière, M. le Président, ils ont envoyé des demandeurs d'asile qui ont traversé au Québec, à Cornwall. Ils l'ont fait. Alors pourquoi ils ne le feraient pas maintenant? Madame la députée. Oui, tout à fait. Bien, même si la situation est différente, je veux dire, ça revient un peu au même. Il y a des gens qui franchissent la frontière, qui veulent venir demander l'asile ici au Canada, que ce soit au Québec ou en Ontario. N'en demeure pas moins que le nombre, on le voit, va continuer même peut-être d'être en augmentation. Et moi, je considère que le fédéral, il y a des possibilités qu'il puisse prendre pour acquis que le gouvernement du Québec fasse la même chose que l'an dernier. Alors, je crois que ce serait important qu'il puisse quand même y avoir un plan B, parce que si le fédéral n'agit pas, c'est quand même chez nous que les demandeurs d'asile sont. C'est nous qui vont devoir... On ne peut pas simplement laisser des gens à la rue. Donc, il y a ça. Mais maintenant, donc comme je disais, c'est le gouvernement du Québec qui doit éventuellement, là, après qu'il ait passé à travers tout le processus qui, j'en conviens, relève la responsabilité du fédéral et est géré présentement par le fédéral. Vous avez évidemment tout à fait raison là-dessus. Mais quand les demandeurs d'asile donc finissent par passer ce processus, se trouvent par exemple un logement et que vient le temps, par exemple, quand l'automne arrive, d'inscrire leurs enfants à l'école, bien, ce dont on a déjà discuté aussi abondamment, c'est la situation dans laquelle se trouvent nos écoles actuellement. Et vous l'avez vous-même répété à plusieurs reprises, le nombre de demandeurs d'asile qui sont arrivés l'an dernier, le nombre d'enfants
qui se sont rajoutées sur nos bancs d'école. Ça correspond à 5 nouvelles petites écoles primaires. Là, vous l'avez également dit. Et la semaine dernière, on a conséquemment eu une sortie de la part là, des gens qui travaillent dans les écoles à Montréal, dans les commissions scolaires, comme quoi ils étaient juste plus capables d'y arriver, qui avaient non seulement besoin de place, mais qui avaient besoin de spécialistes aussi qui allaient aider les enfants, d'abord évidemment à apprendre le français, donc à pouvoir s'intégrer dans nos écoles, mais également des spécialistes qui viendraient les aider à une intégration aussi, un suivi par exemple psychologique, parce qu'on sait que des fois parmi les demandeurs d'asile. Donc, il y a des gens qui viennent de pays avec des situations très difficiles, des enfants qui ont vécu des traumatismes importants. Alors, ça ne se passe pas non plus nécessairement très facilement, l'intégration. Alors, est-ce que vous avez déjà planifié les ressources qui seront octroyées de façon supplémentaire dans nos écoles pour pas que les professeurs là, se ramassent avec tout ce fardeau-là sur leurs épaules? Monsieur le ministre. Monsieur le Président, je dois quand même revenir sur l'intervention de la députée. Le gouvernement fédéral, je comprends qu'elle émet des réserves sur la confiance qu'elle a dans la capacité du fédéral de livrer la marchandise. Je veux quand même dire que le gouvernement fédéral, depuis mercredi dernier, a réagi en disant non seulement il reconnaît l'effort de l'année dernière, reconnaît le fardeau et reconnaît la limite de nos capacités. Alors, en reconnaissant la limite de nos capacités, Monsieur le Président, c'est clair pour nous, et le fédéral le dit et le fait là, depuis la semaine dernière, travaille sur des solutions alternatives. Alors, il faut quand même donner le temps au temps. Nous autres, on le dit clairement, on est aux limites de nos capacités, on n'ira pas plus loin. Pour ce qui est des questions, on l'a dit, puis c'est vrai, je l'ai dit, un exemple, mais cet exemple-là me vient du ministre de l'Éducation, Madame la députée. C'est que là, avec la vague de l'année dernière, on a eu environ 2500 enfants d'âge scolaire. Ça, 2500 enfants de plus, c'est comme si on ouvrait 5 nouvelles écoles primaires d'un coup, puis qu'elles étaient pleines, là, d'un coup. Le réseau n'est pas capable d'absorber ça. Et la ministre des Services sociaux, qui était à la conférence de presse de lundi de la semaine dernière, a dit la même chose au niveau des ressources, que ce soit en psychosocial, en accompagnement, en santé, etc. Puis, on pourrait parler de la ministre de la Justice, parce qu'il y a de l'aide juridique. On pourrait parler du ministre de la Famille. Mais ce que je vais vous dire, Monsieur le Président, c'est respectueusement, pour aller à fond dans la capacité puis les questions techniques sur les ressources de ces différents ministères, je vais référer la députée au ministre responsable. Nous, ce qu'on fait, c'est on est une tour de contrôle, là. Tu sais, mais je veux dire, ce qui regarde la capacité du ministère de l'Éducation, c'est pour ça qu'il était là à la conférence de presse de lundi de la semaine dernière. C'est pour parler de ces capacités-là. Et les autres ministères également. Donc, je vais respectueusement référer la députée au ministre responsable des différentes questions qu'elle a posées. Merci. Madame la députée. Par contre, tout à fait, il y a différents ministères qui sont impliqués, mais le Midi a quand même un rôle à jouer, notamment en ce qui a trait aux professeurs de francisation, notamment même pour les enfants qui arrivent dans nos écoles. Alors, il faut qu'ils puissent avoir des ressources supplémentaires, pas tous, bien sûr, mais il y en a quand même un certain nombre qui relèvent de votre ministère. Alors, évidemment, ça va prendre des ressources supplémentaires, mais des ressources, j'imagine, que vous pourrez demander au gouvernement fédéral, étant donné que les demandeurs d'asile sont de sa responsabilité. Ça m'amène justement sur le sujet des demandes qui ont été faites à l'endroit du gouvernement fédéral au mois de mars, comme vous en avez fait mention. D'ailleurs, comme j'ai eu l'occasion également de le soulever à quelques reprises, on était bien heureux de voir que vous demandiez finalement le remboursement auprès du gouvernement fédéral, comme on le demandait depuis l'été dernier du côté du Parti québécois, parce que vous le dites aussi à de nombreuses reprises, c'est vraiment la responsabilité du gouvernement fédéral. Donc, on sait que vous leur avez écrit une lettre à ce moment-là, au mois de mars. Par la suite, vous avez eu des rencontres. On a également appris par le biais des médias que le gouvernement fédéral s'attendait à ce que le gouvernement du Québec puisse ventiler la demande du 146 millions, à savoir quelles étaient les réclamations exactes. Donc, est-ce que vous avez aujourd'hui la liste de cette ventilation des sommes du 146 millions de dollars? Et si oui, pouvez-vous le déposer? Monsieur le ministre. Alors, sur le commentaire sur la francisation de la députée, c'est la même chose qui s'applique. Oui, c'est vrai. Il y a de la francisation qui est faite par le Midi, mais il y a aussi de la francisation qui est faite par des commissions scolaires, là. Alors, c'est pas juste le Midi qui fait ça, mais aussi, là aussi, nos ressources sont saturées. Alors, on n'a pas l'intention d'aller plus loin que ce qu'on fait présentement. C'est quand on dit que les ressources sont saturées, c'est dans tous les domaines. Alors, on ne va pas justement
pouvoir en faire plus que ce qu'on fait maintenant. Alors, bon, ça, c'est une chose. Pour ce qui est de la facture, la lettre du 21 mars que mon collègue aux Affaires intergouvernementales canadiennes et moi avons envoyée au ministre Hussein de l'Immigration fédérale. On disait dans cette lettre-là, M. le Président, qu'on exigeait le remboursement des dépenses totales pour 2017, pour la vague de 2017. La réponse qu'on a... Mais ce qui est important, c'est que cette lettre-là demandait spécifiquement un répondant dans l'appareil gouvernemental fédéral pour commencer les discussions sur le remboursement. Et on n'a pas eu ce répondant-là. C'est pas qu'on ne voulait pas envoyer puis commencer les discussions, M. le Président. On n'a pas eu le répondant avant 21h03, le 24, donc la semaine dernière. À 21h03, j'ai reçu la lettre, donc, qui dit, bon, voici le répondant, puis, bon, on voudrait la ventilation. Alors, le 25, je suis allé à Ottawa, puis là, le gouvernement fédéral a annoncé publiquement, puis c'est un résultat de la rencontre, que là, il allait avoir un groupe de travail spécifiquement pour en venir à une entente sur la facture. Alors, tu sais, au niveau des faits, là, c'est qu'on n'est pas contre donner la ventilation. On attendait le nom du répondant qu'on a eu à 21h03 le soir de la veille de mon voyage à Ottawa. Alors, évidemment, moi, je ne suis pas arrivé avec toutes les ventilations, je ne suis pas arrivé avec tous les détails parce on compte encore pour l'année financière qui s'est terminée le 31 mars. Alors, c'est vraiment ça, la séquence des événements. On a pleinement l'intention de participer au comité. Je crois qu'il y a des discussions préliminaires qui ont déjà commencé. Et le ministre Garneau a été formel là-dessus. L'objectif du comité de travail sur le remboursement des dépenses de 2017, l'objectif, c'est d'en venir à une entente avec le Québec. Alors, on a bon espoir d'avoir une entente avec le fédéral. Merci. Madame la députée, il reste 1 minute 30. Donc, est-ce que vous pouvez le déposer, la ventilation, actuellement? Est-ce que vous l'avez fait les calculs déjà? Monsieur le ministre? Non, la ventilation n'est pas terminée. Je n'ai pas toutes les... Parce que l'année fiscale s'est terminée le 31 mars. Alors, je n'ai pas encore tous les totaux, que ce soit d'éducation, santé, services sociaux, travail, justice, famille et d'autres organismes gouvernementaux. On est en train de compiler ça présentement. Donc, on va devoir quand même augmenter. Si on a davantage de demandeurs d'asile cette année, vous dites on ne peut pas augmenter les ressources, on est à pleine capacité. Ce qui va arriver, c'est qu'on doit quand même franciser les enfants qui viennent dans nos écoles. Alors, il va falloir augmenter les ressources, mais en même temps, il va falloir que Ottawa assume la facture. Alors, en ce sens-là, est-ce que vous prévoyez, après avoir payé la facture de l'an dernier, instaurer un mécanisme de remboursement récurrent des dépenses, étant donné que la situation des demandeurs d'asile semble vouloir perdurer dans le temps? Oui. Alors, M. le Président, on a 2017. Là, on demande 2017. On va fonctionner par année fiscale. Mais il est clair que les dépenses reliées à 2018, on va devoir s'asseoir avec le fédéral également. Mais c'est une immigration différente. Hein? C'est une provenance différente, c'est des causes différentes. Puis aussi, l'affaire, c'est que les dépenses, c'est très difficile à évaluer parce qu'à date, sur 2017, on a un très petit nombre de demandes d'asile traitées, puis on est à 1 ou 2 sur 10 d'accepter. Alors, ça a un impact aussi sur le calcul des dépenses pour 2018. Merci, M. le ministre. Nous retournons du côté gouvernemental. Madame la députée de Jeannemans-Vigée. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, à mon tour... Monsieur le ministre, je retourne du côté de Madame la députée de Marie-Victorin. Oui, Monsieur le Président. Alors, je vais encore une fois reprendre où j'en étais juste avant que l'on se quitte au dernier échange. Alors, je parlais d'un mécanisme possible, un mécanisme de remboursement récurrent des dépenses, donc pour tous les coûts qui ont trait à la prise en charge des demandeurs d'asile. Le ministre disait que, bon, là, il avait envoyé la facture de 146 millions de dollars pour la fin de la présente année fiscale. Bon, par contre, ça a été envoyé au mois de mars, le 21 mars. Donc, est-ce que c'était vraiment tous les calculs qui avaient été pris en compte? Ce serait ma première question. Et ma seconde question, le ministre a laissé sous-entendre que nous allions voir à la fin de la prochaine année fiscale avant de demander les autres sommes au gouvernement du Canada. Alors, j'aimerais être certaine que c'est bel et bien la façon dont il va procéder. Donc, à chaque année, de refaire un espèce de combat et d'aller demander l'argent au niveau fédéral, ou bien s'il souhaite vraiment qu'on puisse instaurer un mécanisme de dépenses récurrent, étant donné que
le nombre de demandeurs d'asile n'est pas près de descendre compte tenu des anticipations que l'on attend pour cet été. Monsieur le ministre. Sur le 146 millions, Monsieur le Président, 146 millions, c'est un estimé que j'ai donné suite à l'envoi de la lettre du 21 mars. Je n'ai jamais dit que c'était le montant final. Et je n'ai jamais précisé le montant final. Alors, j'ai dit par contre qu'on allait comptabiliser l'ensemble des coûts au 31 mars et dans une question précédente de la députée, j'ai dit qu'on est encore à comptabiliser. 146, c'était l'estimé, je l'ai dit publiquement, là, je ne sais plus exactement la date, là, mais c'est pas loin de la lettre du 21 mars. Là. Puis 146, c'était un estimé de où est-ce qu'on était rendu dans la comptabilisation des dépenses. Là, ce que je juste rapidement, là, pour être clair, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les autres ministères, parce que le gros des dépenses vient des autres ministères, là. Alors, on est en train de comptabiliser ça depuis la fin de l'année financière du 31 mars. Puis là, on va évidemment travailler ça avec le groupe de travail fédéral. Pour les années subséquentes, pour, par exemple, 2018, je réfère la députée à la lettre que j'ai envoyée avec mon collègue des Affaires intergouvernementales canadiennes le 21 mars. Alors, au bas de la page 2, je cite, « Le gouvernement du Québec demande de convenir d'un processus de compensation valable pour les années à venir. » Donc, ce que nous allons vouloir discuter également, Monsieur le Président, dans le cadre des travaux de ce groupe de travail-là qui a été formé suite à notre rencontre à Ottawa la semaine dernière, de non seulement parler des dépenses qu'on a encourues pour 2017, mais d'avoir un mécanisme pour tenir compte de nos dépenses pour 2018 et les années à venir, étant donné, comme la députée le dit très bien que c'est une réalité différente que 2017, je tiens à le souligner, on s'attend à avoir pendant cette année et pendant les années à venir des dizaines de milliers, alors au moins 25-30 000 et qui sait pour les années à venir. Je crois que c'est un nouveau paradigme et on doit avoir une nouvelle mécanique fédérale de remboursement de nos dépenses. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, on avait la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui se positionnait sur l'annonce, encore une fois, du gouvernement fédéral d'investir 74 millions de dollars pour accélérer les dossiers, accélérer le traitement des demandes des migrants, donc des demandeurs d'asile. Évidemment, vous l'avez souligné aussi tout à l'heure, je pense que c'est une réalité sur laquelle nous nous entendons tous, c'est que ça prend beaucoup trop de temps à traiter. La première audition des demandeurs d'asile, ça peut prendre 20 mois. En fait, ça prend un minimum de 20 mois. Et il y a même des délais de 5-6 ans pour avoir une audition en appel, par exemple. Et il y a même eu des cas là, auxquels on peut penser que ça a pris presque 10 ans avant d'avoir une réponse. Et c'est des cas qui sont carrément inhumains parce que les gens arrivent ici, ils s'intègrent, apprennent le français, ont même des enfants ici. Ça fait en sorte qu'au final, il y a des cas de figure, comme celui de la famille Lawrence à la fin de l'année dernière, qui a dû retourner dans son pays d'origine alors que c'était une famille qui était extrêmement bien intégrée au Québec. Et tout ça en raison de la longueur des procédures au niveau du gouvernement fédéral. Alors, est-ce que vous avez une idée, dans ces 74 millions-là, il y en a combien qui vont être accordés pour traiter les demandes au Québec, étant donné qu'on a plus de la moitié des demandeurs d'asile qui sont au Québec? Est-ce qu'on aura plus de la moitié du 74 millions de dollars fédéral? Merci. Monsieur le ministre. Je veux juste, c'est possible, parce que moi, j'ai vu un article ce matin, mais c'était d'un avocat. La députée parle de la commission elle-même qui a commenté 74 millions. Si elle peut me le partager avec moi, j'aimerais bien le voir. Non, mais j'ai pas vu le commentaire de la commission elle-même. Le fait est que pour le 74 millions, nous, on a appris mercredi soir de la semaine dernière, là, à la rencontre à Ottawa, que sur le 173 millions du budget fédéral, il y allait avoir 74 millions qui allaient aller directement sur la réduction des délais. Ce qu'on a eu du ministre Hussein, c'est que la majorité de ce 74 millions-là allait aller vers le Québec, vers les délais au Québec. Je n'ai pas de chiffres concrets à vous donner. Pour ça, je vais vous référer au ministre Hussein, mais il y a eu comme une compréhension que vu qu'on portait la majorité du fardeau. Et je suis d'accord avec vous. La situation, puis j'irais même au-delà de ce que la députée a dit, M. le Président,
Le fait que ça prenne 4, 5, 6 ans pour traiter une demande d'asile, alors que normalement, selon les directives et la réglementation fédérale, c'est supposé de prendre 60 jours, c'est su dans la communauté internationale. Alors, les gens traversent de façon irrégulière. Il y a beaucoup de gens qui traversent de façon irrégulière, sachant que ça va prendre 3, 4, 5 ans, donc ils ont le temps de s'installer. Et ça crée des situations horribles, comme la famille Lawrence, et je remercie la députée de le mentionner, parce que la famille Lawrence, venant du Sri Lanka, fuyant en 2012 la guerre civile au Sri Lanka, est passée par les États-Unis et a traversé au Québec. Mais là, on avait une jeune femme pleinement intégrée, qui a appris le français, qui travaillait, qui était acceptée au cégep, je crois, et donc un modèle d'intégration. Et c'est pour ça que j'ai mis, pour des motifs humanitaires, parce que dans ce cas-là, la loi québécoise me donnait ce pouvoir-là, un pouvoir discrétionnaire, j'ai mis un certificat de sélection du Québec dans l'espoir que le gouvernement fédéral reconnaisse ce certificat et permette à cette jeune femme et sa famille de rester. Malheureusement, le gouvernement fédéral n'a pas donné suite à notre demande, mais on a tout fait pour reconnaître. Mais à la base, puis je vois un terrain d'entente ici avec la députée de Marie-Victorin, il faut absolument une transformation de fond en comble du système de traitement des demandes d'asile, parce que c'est à la base, à notre avis, de l'enjeu. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des situations qui poussent nos capacités à bout. C'est pour ça. Merci. Madame la députée. Oui, mais le ministre a bien montré aussi en évoquant le cas de la famille Lawrence, à quel point on a des cas comme ça avec le fédéralisme auquel le Québec n'a jamais le dernier mot. Et moi, je félicite le ministre d'avoir émis le certificat de sélection, mais ce qu'on a vu concrètement, c'est qu'au final, c'est pas nous qui avons eu le dernier mot sur la décision, c'est que le fédéral a révoqué le droit de cette famille pleinement intégrée au Québec, de pouvoir vivre au Québec, de pouvoir continuer à s'épanouir au Québec. Et ça, c'est complètement déplorable. C'est pour ça que nous, évidemment, au Parti québécois, on croit que le Québec serait beaucoup mieux comme pays indépendant, libre de toutes ses décisions. Mais cela dit, ce qu'on désire aussi au Parti québécois, évidemment, on aimerait aussi pouvoir avoir le contrôle sur nos propres frontières, pouvoir décider nous-mêmes des ententes internationales que nous signons. Mais comme l'a bien dit tout à l'heure notre collègue de Mercier, le Québec, présentement, est malheureusement toujours une province au sein de la Fédération canadienne, ce qui fait en sorte que, comme vous le rappelez à de nombreuses reprises aussi au cours de nos échanges lors des périodes de questions, c'est le fédéral qui a l'entièreté des pouvoirs sur les frontières, sur les ententes internationales. Mais quand même, le gouvernement du Québec, puisque vous croyez, vous, de votre côté, au fédéralisme coopératif, vous pouvez formuler des demandes au gouvernement fédéral, notamment sur les ententes internationales, et vous comprendrez donc que je vous amène sur le terrain de l'entente sur les pays tiers sûrs, donc qui lie le Canada avec les États-Unis, et qui est la raison fondamentale qui empêche les demandeurs d'asile, les migrants, de se présenter directement au poste frontalier pour venir demander l'asile ici, ce qui les force à emprunter des chemins irréguliers, comme le chemin Roxham, qui est le plus facile d'accès, qui est le plus organisé, où il y a même des réseaux de passeurs qui se sont carrément organisés depuis les derniers mois, surtout depuis que le chemin est autant connu au niveau international. Alors d'abord, j'aimerais féliciter le ministre aussi qui s'est rapproché de notre position, qui doutait de sa légitimité il y a quelques mois, mais qui a admis finalement que le gouvernement fédéral devait prendre ses responsabilités aussi et régler ça. Alors, j'aimerais maintenant savoir clairement, est-ce que cette entente a été mentionnée lors de votre rencontre avec votre homologue fédéral, oui ou non? Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, j'aimerais féliciter la députée qui, selon les médias, a corrigé son chef sur son commentaire un peu décevant alors qu'il a dit cet après-midi qu'il voulait construire un mur à la frontière. Alors, je tiens à la remercier d'avoir rectifié le tir parce que c'est une solution simpliste qui ne s'applique pas. Là, je comprends qu'il s'est repris et c'est grâce à l'intervention de la députée
On parle plus d'humour maintenant. Alors, je tiens à la remercier pour son intervention parce que c'était vraiment une fâcheuse déclaration à l'origine. Le fait est sur le fédéralisme, c'est que, comme dans n'importe quel type de relation, des fois, il y a des désaccords. Et le fait que le fédéralisme fonctionne et qu'il y a plusieurs exemples où le Québec a su avancer et aller chercher de gain de cause. J'ai parlé de l'entente Canada-Québec de 91, où nous sommes la seule province à avoir une telle entente. Je peux parler des changements climatiques, la reconnaissance du marché du carbone québécois, j'en sais quelque chose, alors qu'à l'époque, le fédéral hésitait. Alors, un autre exemple de fédéralisme asymétrique où la distinction québécoise est reconnue. Il y a d'autres exemples, je ne ferai pas tous les exemples, mais le fédéralisme fonctionne pour les Québécoises et les Québécois. Et là, on est dans une nouvelle réalité. Et devant cette nouvelle réalité, le Québec se tient debout et dit au fédéral, un instant, vous avez un champ de compétences, les demandeurs d'asile, à vertu de la Constitution, c'est leur champ de compétences, ils doivent prendre leurs responsabilités. Alors, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on continue à faire, puis on avance dans la bonne direction parce que le fédéral, depuis mercredi dernier, travaille dans le sens des propositions du Québec. Bon, ceci dit, sur les pays, la Convention sur les pays tiers sûrs, moi, je vais juste reprendre ce que le whip du gouvernement fédéral, Pablo Rodriguez, a dit en entrevue le lendemain. Alors, le lendemain de la rencontre de mercredi dernier, donc le jeudi suivant, le 19 avril, il dit, parce qu'il s'est fait poser la question sur la révision de l'accord sur les pays tiers sûrs, c'est une possibilité, mais vous savez, ça se fait à deux. Il y a un dialogue constant avec les autorités américaines. Alors, l'entente sur les pays tiers sûrs, c'est une entente à deux. C'est le Canada et les États-Unis. Et pour suspendre une entente, bien, ça doit se faire à deux. Puis, il y a un climat actuel. Puis, je crois que la députée en est très consciente. Présentement, là, on est en train de négocier une grosse entente avec les États-Unis. C'est l'ALENA. Et dans un contexte de renégociation de l'ALENA, c'est très délicat de commencer à jouer sur un terrain où on connaît déjà les attitudes du gouvernement fédéral américain. Alors, dans l'ensemble, là, on voit que le fédéral a répondu et c'est au fédéral à répondre sur cette question. Merci, M. le ministre. Groupe de l'opposition, j'inviterai la députée de Marie-Victorin pour 16 minutes. À vous la parole, madame. Merci, M. le Président. Hier, à la période des questions, j'ai posé une autre question au ministre, cette fois sur les tests de francisation en ligne. Je vous dirais, M. le Président, que j'étais extrêmement surprise de voir à quel point, en fait, le ministre n'a pas du tout répondu à ma question. Vraiment, je suis revenue avec 2 complémentaires, mais jamais j'ai pu avoir une réponse de la part du ministre. Je lui soulevais qu'actuellement, dans les classes de francisation, le plus grave problème, c'est que les élèves sont mal classés. Alors, on se retrouve avec des étudiants qui sont dans des classes avancées, qui ne comprennent pas un mot de français, des étudiants qui sont dans des classes de débutants, qui sont pourtant fonctionnels, qui fait en sorte qu'il y a un taux de décrochage astronomique. On voit que les efforts pour apprendre le français sont complètement brisés, puis les profs le disent sur le terrain, c'est ça la plus grave lacune actuellement. C'est vraiment au niveau du classement des élèves. Alors, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il n'y a aucune amélioration depuis plusieurs mois. Et hier, j'ai eu l'impression que le ministre avait trop honte du bilan pour répondre convenablement à la question. Alors, j'en profite ce soir pour lui retourner cette question. Pourquoi il ne suspend pas le test en ligne de francisation le temps que les corrections soient apportées pour faire en sorte que les étudiants en francisation soient bien classés et qu'ils puissent donc bien apprendre le français? Je vous remercie. Monsieur le ministre, à vous. Alors, parce que, Monsieur le Président, il n'y a pas de différence significative du nombre de reclassements avant et après l'implantation du test. En début de session, la professeure ou le professeur, à la suite d'observations factuelles en salle de classe, a la possibilité d'identifier là où les élèves à reclasser et fournit des recommandations sur le niveau de cours que l'élève devrait suivre. Par la suite, le midi analyse la recommandation en lien avec les compétences langagières contenues dans le dossier de l'élève et rend une décision. Selon les informations du ministère, aucune demande de reclassement n'a été refusée en raison de la passation du test. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, je suis désolée, mais quand on parle aux enseignants, c'est pas du tout la réalité qu'ils nous décrivent. C'est pas du tout la réalité qui est écrite sur sa fiche en ce moment. Les profs le disent.
quand ils font des demandes pour reclasser des étudiants, ça leur est refusé pour des raisons administratives. Comment est-ce que le ministre peut expliquer ça? Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le Président, le processus de classement des cours de français du midi ne se limite pas à un test. Un processus rigoureux de classement est mis en place et est continuellement en amélioration. Le midi se base sur la déclaration du nombre d'années de scolarité des élèves pour les inscrire soit dans le programme pour personnes scolarisées ou le programme pour personnes peu scolarisées. Ensuite, une recherche est faite pour voir si des renseignements sont disponibles sur le niveau de compétence en français de la personne, par exemple, les cours déjà suivis. Ce n'est qu'à la suite de ces étapes, si le classement n'a pu être déterminé, que la clientèle scolarisée, 9 ans et plus de scolarité, disant connaître le français, est invitée à passer un test de positionnement en ligne. La clientèle peu scolarisée, disant connaître le français, convient à une entrevue d'évaluation avec un évaluateur du midi. Et je termine là-dessus. Tout au long du processus, le midi s'assure que le service offert répond aux besoins de la personne. Merci, Madame la députée de Marie-Victorin. Oui, Monsieur le Président, je sais que le ministre refuse que les profs puissent prendre la parole dans les médias, qu'il leur empêche de parler de son cafouillage, mais en ce moment, là, il est en train justement de réciter sa fiche, mais est-ce que ça veut dire qu'aux yeux du ministre, les enseignants, ceux qui sont sur le terrain, mentent? Non. Oui ou non? Monsieur le ministre. Écoutez, moi, ce que j'ai comme information, le test a été présenté parce que la députée parle des professeurs. Moi, ce que j'ai comme information, c'est que le test a été présenté à la commission pédagogique. Donc, c'est à des professeurs, puis ça a été apprécié. Le test a été apprécié par la commission pédagogique. Puis ça, c'est arrivé il y a un mois environ. Je vous remercie. Madame la députée de Marie-Victorin. Quand on parle aux enseignants cette semaine sur le terrain, ils nous le disent, le plus grave problème, c'est le classement, c'est les tests qui ne fonctionnent pas, c'est le fait que lorsqu'ils demandent à changer des étudiants de groupe selon leurs forces, ils se voient leur demande refusée pour des raisons administratives. Alors, est-ce que le ministre pense que les professeurs ne disent pas la vérité? Merci, madame. Monsieur le ministre. Sur 630 professeurs, c'est sûr qu'il peut y avoir des professeurs qui sont pas à l'aise ou qui sont déçus de la situation. Comme je l'ai bien dit tout à l'heure, on est en processus d'amélioration continue. Mais comme je vous dis, il y a un travail qui est fait avec des professeurs. Et ce qu'on a comme information, c'est quand même le test a été apprécié par cette commission pédagogique. Il n'y a aucune intention de votre côté de suspendre le test pour vraiment aller faire une vérification auprès des enseignants. Dis-lui, c'est bizarre, ils sont venus à l'Assemblée, les enseignants. Pardon. Monsieur le ministre. L'intention du ministère, c'est si on peut trouver une façon d'améliorer le test. Je crois qu'il y a des pistes d'amélioration et des suggestions qui sont sur la table. On va les regarder, puis le ministère est prêt à amener des améliorations au test s'il y en a qui sont praticables. Je vous remercie, Madame la députée de Marie-Victorin. Oui, bien justement, Monsieur le Président, l'année dernière, lorsqu'on avait posé une question sur le même sujet, les enseignants étaient venus ici à l'Assemblée nationale pour justement constater que c'était complètement déconnecté du terrain, là, ce qui était avancé du côté du ministre. Puis visiblement, c'est encore la même chose qui se produit cette année. Maintenant, quand on regarde les cours en tant que tels, les cours de français issus du programme Réussir l'intégration, ce qu'on voit, c'est que malgré que tout à l'heure, le ministre se vantait du nombre de gens qui étaient inscrits au cours, c'est qu'il y a une diminution de 3000 personnes cette année. Donc, ça représente 10 % de diminution des personnes inscrites au cours de français. Alors, évidemment, on pense que ça a notamment à voir avec les tests de classement qui sont vraiment pas à jour. Mais je me demande quel est le plan du gouvernement pour attirer des élèves en francisation quand on voit cette baisse catastrophique, je dirais, parce qu'il y a une diminution de 10 %. C'est vraiment pas rien, alors qu'on sait que la francisation, c'est tellement un élément important pour intégrer les nouveaux Québécois à la société. On l'a vu encore cette semaine avec le sondage léger qui a été dévoilé. Il y a 76 % des Québécois qui croient même que c'est un enjeu vital pour l'avenir du Québec. Alors, comment vous expliquez cette baisse vraiment très, très préoccupante? 50. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, sur le commentaire sur le test qu'a fait la députée, je veux juste répondre que le syndicat des professeurs de l'État du Québec a fait part de ses inquiétudes du personnel enseignant du midi à l'égard des résultats obtenus et du classement des élèves à la suite du test.
Le midi a rencontré des représentants du SPEC et des membres de la Commission pédagogique nationale afin de leur présenter le mode de fonctionnement du test. Ceux-ci ont apprécié son mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il soit adaptatif. Donc, selon le nombre de bonnes ou de mauvaises réponses, le test passe d'un niveau de compétence à un autre et selon la constance, le test attribue un niveau de compétence en compréhension orale et un autre en compréhension écrite. Oui. Pour ce qui est maintenant de la question sur la baisse, je n'irais pas dire catastrophique. Ça s'explique par la vigueur du marché du travail. Et le fait est qu'on a dans le budget, dans les crédits, des mesures pour justement inciter les personnes qui sont occupées à travailler à avoir des cours au travail. On a bonifié les allocations aussi pour se rendre, les allocations, par exemple, faire garder les enfants, pour justement ramener les gens vers les cours de français. Mais le fait est que cette baisse s'explique par le fait qu'il y a une vigueur, puis il y a une baisse du taux de chômage des personnes issues de l'immigration présentement. C'est bien. Je vous remercie, Madame la députée de Marie-Victorin. Donc, le syndicat a été rencontré, mais moi, je vous inviterais, Monsieur le ministre, à peut-être prévoir une rencontre directement avec eux pour qu'ils vous disent ce qu'ils nous ont dit de leur côté, alors qu'ils constatent réellement que les tests de classement sont à la source aussi du fait qu'il y a moins d'étudiants qui poursuivent les cours de francisation, parce que c'est clair que c'est pas motivant de poursuivre dans un cours, par exemple, où notre niveau n'est pas adapté au niveau du cours en question. Alors, selon les cahiers de crédit, on a aussi appris qu'il y avait 92 organismes qui avaient des ententes avec le Midi l'année dernière, contrairement à seulement 84 cette année. Donc, il y a 6 organismes en moins. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces 6 organismes? Est-ce que vous avez terminé votre question, Madame la députée de Marie-Victorin? Il vous appartient, Monsieur le ministre. Alors, sur le test, je veux juste rappeler, parce que la députée continue à faire des commentaires, alors je me sens l'obligation de répondre, que seulement 30 passent le test. Puis, encore une fois, puis je l'ai dit, il n'y a eu aucun changement dans les demandes de reclassement avant ou après le test. Alors, je comprends qu'il peut y avoir des façons de l'améliorer, puis on est prêt à l'améliorer. Puis, s'il y a des bonnes suggestions, on va les regarder, puis on va essayer toujours de s'améliorer avec le test. 70%. Alors, ça veut dire que 70 des gens n'ont pas besoin de passer le test. Alors, il y a quand même, il ne faut pas non plus penser que ça s'applique à tout le monde. Bon, pour la question des organismes, on est en train de regarder ça, là, Monsieur le Président. Oui. C'est bien, Madame la députée de Marie-Victorin, si vous voulez. Attendant la réponse, je vais passer à mon autre question. Donc, à la réponse de ma question numéro 27 dans mon cahier de crédit, j'avais demandé combien, donc où les sommes avaient été dépensées dans les différents autres ministères, donc les sommes transférées. Et donc, la réponse qu'on a reçue de la part du Midi, vous ne nous avez pas communiqué les prévisions pour 2018-2019 comme on l'avait demandé. Vous nous avez plutôt retransmis le tableau que vous nous aviez donné l'an dernier. Alors, je me demande pourquoi il n'y a pas de transparence de votre côté cette année pour nous montrer la ventilation des sommes qui ont été utilisées. Je vous invite, Madame la députée, à une prudence dans votre vocabulaire. J'invite Monsieur le ministre à répondre à la question. Bien, on me dit que le ministère est à justement préciser les montants, puis c'est dans le prochain mois que les montants pour la prochaine année, l'année fiscale en cours, vont être déterminés. C'est bien. Madame la députée de Marie-Victorin. Oui, merci, Monsieur le Président. Pourtant, on a fait l'étude des crédits à la même période exactement l'année dernière. Alors, qu'est-ce qui explique que l'année dernière, on a pu l'avoir, puis cette année, on n'a pas pu avoir accès à l'information? Ça me va. Dis-moi ce que je pense que ce qu'il faut, c'est ça. Là, Monsieur le Président. Sinon, on peut passer à une autre question pour respecter le temps alloué à l'opposition. Puis, vous pouvez nous revenir plus tard avec les informations, ça vous plaît? Madame la députée de Continuez mes questions Marie-Victorin. sans avoir de réponse. Alors, ce qu'on va faire, Monsieur le ministre, c'est on va vous donner le temps de faire une recherche, puis on va procéder à une autre question. Ça va? Madame la députée de Marie-Victorin.
Très bien. Alors, je vais maintenant aller sur la fameuse entente Québec-Canada et les sommes additionnelles qui ont été octroyées cette année au Québec. Alors, on sait qu'on a eu un 112 millions de dollars additionnels pour atteindre 490 millions. À ce moment-là, nous, au Parti québécois, on a tout de suite demandé à ce que l'ensemble des sommes, donc le 112 millions de dollars, puissent être utilisés à 100% dans la mission du ministère de l'Immigration, c'est-à-dire pour la francisation et l'intégration des nouveaux Québécois, donc des immigrants. Puis c'est d'ailleurs ce que l'entente prévoit expressément. Mais on sait que le Midi a une fâcheuse habitude de transférer cet argent-là dans d'autres ministères au lieu de vraiment l'utiliser à sa mission. Puis quand on voit, par exemple, qu'il y a 90% de taux d'échec en francisation, que la vérificatrice générale nous parle d'un véritable fiasco, on croit que c'est légitime de dire que le 112 millions de dollars aurait été absolument nécessaire en réinvestissement, en francisation, en intégration dès cette année, que ça aurait vraiment permis de donner un coup de barre. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a seulement une augmentation de 26 millions. Donc, on a utilisé seulement 26 millions sur le 112 millions. Où est allé le reste de l'argent au lieu d'être utilisé dans ce qui est pourtant fondamental en ce moment et le coup de barre qu'on doit donner au niveau de la francisation-intégration? C'est bien. Je vous remercie. Maintenant, j'invite M. le ministre à répondre. Puis, si vous avez des informations sur la question précédente. Oui, on s'en vient. Là, je veux dire, l'équipe du ministère travaille sur la question là, précédente. Mais sur la question actuelle, moi, j'achète pas là, la caractérisation que fait le député. Là. Toutes les sommes que nous recevons sont investies et regardez les crédits, là, on investit dans la mission. Mais la mission de l'organisme du Midi, c'est pas... Il y a, oui, la francisation, là, mais je comprends que du côté du Parti québécois, il faudrait rien faire d'autre que de la francisation. Mais il y a d'autres choses. Alors là, on investit. L'année dernière, le budget de 2017-2018 a ajouté 103 millions en francisation. Là, cette année, on ajoute 98 millions juste dans les crédits du ministère de l'Immigration. Puis ça ne comprend pas, par exemple, le 10 millions qui va au ministère du Travail et de l'Emploi pour de la francisation en entreprise. Donc, moi, je peux relire, si la députée veut, je peux relire ce que je lui ai lu à la période de questions hier, mais c'est là que va l'argent en francisation. On avance, on va plus loin, puis je suis pas d'accord avec le fait qu'on mette de côté la francisation. Au contraire, on investit davantage en francisation pour justement accompagner notre mission, puis poursuivre la régionalisation, puis accompagner, puis s'assurer que ça se fasse en français. Je vous remercie. Maintenant, j'invite la députée de Marie-Victorin. Il vous reste 1 minute. Monsieur le Président, excusez-moi, on a une réponse avec votre permission, le sous-ministre. Je préférerais qu'il dépose peut-être toutes les réponses que... Bon, mais je pense que pour le bénéfice des gens puis des téléspectateurs, je pense que c'est intéressant de l'entendre. Est-ce que c'est vous ou c'est... Je demanderais que ce soit le sous-ministre, s'il vous plaît. Est-ce qu'on accepte que le sous-ministre puisse prendre la parole? Est-ce qu'il y a un consentement? Consentement. Monsieur, veuillez vous identifier et vous nommer. Monsieur le Président, mon nom est Bernard Matt, sous-ministre du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Les données concernant le transfert, la provision du transfert, c'est une donnée qui est stable à chaque année. Donc, c'est normal que ce soit le même montant qui est transféré aux différents ministères en fonction de l'entente, en fonction des chiffres de l'entente. C'est 165 millions qui sont transférés à raison de 78 millions au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 75 millions au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et 12,2 millions au ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est bien. Je vous remercie. De déposer l'information ainsi que les autres réponses aux questions que j'ai posées dans ce bloc. Ce sont des notes, Monsieur le Président. OK. Donc, il n'y a pas de consentement, c'est des notes personnelles. C'est manuscrit. Oui. Le tableau sera prêt. Est-ce que c'est possible de le déposer à la commission? OK. Donc, si le document devient public, tout ça, veuillez les transmettre à la secrétaire de la commission, s'il vous plaît. C'est ça? Très bien, Monsieur le Président. C'est bien.
Du côté de l'opposition officielle, alors, Madame la députée de Marie-Victorin, vous avez un bloc de 16 minutes. Merci, Madame la Présidente. Je suis préoccupée parce que ce soir, on est censé voter des crédits. Puis tantôt, j'ai posé des questions sur des demandes que nous avions faites dans le cadre des cahiers de crédit. Je vous avais demandé là, la ventilation complète de l'argent qui avait été octroyé dans le cadre de l'entente Québec-Canada, une ventilation que nous avons eue l'an dernier, qui était très claire et qui nous a permis de mieux comprendre comment l'argent était utilisé et donc de pouvoir évidemment voter en conséquence. Tantôt, j'ai questionné le ministre à savoir si nous avions cette ventilation pour cette année parce que visiblement, ça n'a pas été donné dans les cahiers de crédit. Vous m'avez répondu que ça n'avait pas encore été ventilé et que c'était sur le point de le faire, ce qui est complètement illogique parce qu'on sait que le Midi va utiliser un montant supplémentaire de 26 millions de dollars tiré de l'augmentation de 112 millions de dollars de l'enveloppe du gouvernement fédéral pour donc l'entente Québec-Canada. Donc, nécessairement, ça veut dire que le Midi sait déjà qu'il va utiliser un 26 millions là-dedans. Alors là, on se rend compte qu'il y a comme un 86 millions qu'on ne sait pas où il est. Tout à l'heure, le sous-ministre nous a donné des chiffres là, sur un tableau que vous n'avez pas non plus déposé parce que c'était juste un tableau écrit, mais vous nous avez donné, encore une fois, exactement les mêmes chiffres que pour 2017-2018. Mais on a un 112 millions de dollars supplémentaires, puis on a déjà su que le ministère utilisait un 26 millions pour la francisation et l'intégration. Alors, ma question, elle est très simple. Où est le 86 millions? Monsieur le ministre? Au sous-ministre de répondre. Est-ce que j'ai le consentement pour que le sous-ministre réponde à votre question, Madame la députée? Alors, je vous demanderai de vous identifier et vous pouvez par la suite répondre à la question. Madame la Présidente, Bernard Matte, sous-ministre du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Pour ce qui est des sommes, le gouvernement du Québec reçoit un montant plus tard dans l'année au niveau du montant annoncé du transfert, ce qu'on appelle la provision. Donc, pour le moment, on fait dans nos crédits, il y a une somme qui est quand même prévue, qui est la même somme que l'année précédente. Essentiellement, là, c'est pour ce qui est de la répartition des sommes pour la provision vers les autres ministères. C'est exactement les montants que je vous ai cités tout à l'heure qui vont être distribués pour 17-18. C'est ça. Mais donc, comment ça peut être... Là, c'est pour 17-18, mais là, on est en train de voter pour les crédits de 18-19. C'est ça. Et quels seront les montants à ce moment-là qui seront transférés dans les autres ministères? C'est le même montant qui va être reporté. Les mêmes montants. Même montant. Cette année, pourtant, on a 112 millions supplémentaires qui nous viennent du fédéral. Alors, nous, ce qu'on demandait, c'est que ces 112 millions restent dans la mission du Midi, qui restent pour la francisation et l'intégration. Mais ce qu'on avait appris, c'est qu'il y avait seulement 26 millions du 112 millions supplémentaires qui allaient rester là, dans la mission du Midi et que le reste allait être reporté dans d'autres ministères. Nous, c'est ce qu'on souhaite avoir. La ventilation, ça c'est pas logique de penser qu'il va y avoir le même montant que l'année passée alors qu'on a une augmentation de 112 millions. C'est que... Monsieur le Président... Il y a eu consentement. Oui, Monsieur le Président. OK. Il faut distinguer la provision de la dépense. La provision, c'est le montant qui va être distribué au ministère. Ensuite de ça, au moment de la dépense, il y aura justification de ces sommes-là. Et en général, l'ensemble des ministères justifient davantage de dépenses que les montants de la provision. Alors, c'est pour les fins de reddition de comptes strictement au fédéral que ces sommes-là sont allouées. C'est l'indication. Dire, par exemple, le ministère de l'Emploi, Solidarité, il y a 75 millions. Ça fait 5 ans que c'est 75 millions, mais la dépense réelle surpasse le niveau de dépense octroyé lors de la provision. Donc, c'est une mécanique. Madame la députée de Marie-Victorin. Je comprends la mécanique, c'est pas le sens de mon propos, c'est qu'on a 112 millions supplémentaires cette année. Où sont-ils? Monsieur. Monsieur le Président, dans la répartition, ces montants-là, c'est une provision. Cette provision-là, au moment où les dépenses, que chacun des ministères va faire état de ces dépenses, elle va être transférée au fédéral, l'information va être donnée au gouvernement fédéral et on va justifier à la hauteur du montant de la provision complète. Et en général même, les ministères dépassent ce montant-là.
Je vous remercie. Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, est-ce que le ministère peut s'engager, dès qu'il y a les chiffres exacts, le tableau officiel pour 18-19, à le déposer à la Commission dans les plus brefs délais? Monsieur le ministre. Monsieur le Président, si vous permettez. Moi, ce que je vois, là, puis ça, c'est... je ne sais pas si ça a été donné, cette information-là, lors du passage du ministère à la CAP, mais juste dire, en 2014-2015, il y a eu 340,6 millions qui ont été reçus de l'accord Canada-Québec, puis ce qu'on a dépensé, c'est 344,2. En 2015-2016, 345 millions reçus. Sur ce montant-là, là, sur ce qui était dépensé, on a dépensé, nous, 371,3. Donc, plus que ce qu'on a reçu. Encore une fois, en 16-17, 378,2 contre 456,4. Le point, Monsieur le Président, c'est exactement pour illustrer. C'est-à-dire qu'on fait une provision au départ, puis à la fin de chaque année, on dépense plus que ce qu'on a reçu du fédéral, puis c'est ce qu'on prévoit faire encore. Je vous remercie, Madame la députée de Marie-Victorin. C'était pas ça ma question. Je veux avoir la réponse à laquelle on a posé la question au ministère. Quelles sont les sommes transférées aux autres ministères aux fins de l'intégration et de la francisation des personnes immigrantes dans le ministère de l'Éducation, le ministère du Travail, le ministère de la Santé, comme on avait eu l'année dernière. L'année dernière, vous nous les avez données pour 17-18. En cette année, on vous demande pour 18-19, puis vous nous redonnez celle de 17-18. Le seul point que je veux, c'est que le ministère s'engage à les déposer dans un délai très rapide. Et est-ce que vous pouvez nous dire le délai dans lequel vous allez le déposer? Donc, là, votre question, là, c'est à savoir, est-ce que l'information est disponible là, présentement? Puisqu'elle était disponible l'année dernière. OK. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, on ne peut pas répéter la réponse que ce ministre a donnée. C'est les mêmes chiffres. Là, au début de l'année, on donne des chiffres. Ça, c'est la projection. C'est ce qui a été dit. À la fin de l'année, les ministères dépensent plus. Normalement, là, on le voit. Alors, vu qu'on a plus d'argent, bien, on va dépenser cet argent-là, puis peut-être même aller au-delà de ça. Mais les projections de départ sont les mêmes. C'est ce que le sous-ministre a dit. On ne peut pas ajouter plus que ça. Je vous remercie. Madame la députée de Marie-Victorin. C'est beau. Je veux juste avoir un engagement de votre part quand le tableau sera officiel à le déposer. Nous avons déjà pris cet engagement-là, Monsieur le Président. Parfait. D'abord? Oui. Donc, il vous reste 8 minutes, Madame la députée de Marie-Victorin. Parfait. Alors, j'ai une question qui sera très brève. Je me demandais si vous disposiez de la donnée concernant le nombre d'immigrants qui parlent français au point d'entrée. Donc, le nombre d'immigrants sélectionnés par le Québec qui arrivent ici et qui parlent déjà un français fonctionnel. C'est bien. Je vous remercie, Madame la députée de Marie-Victorin. Je vais inviter le ministre à prendre la parole. Vous avez une deuxième question? C'est bon. Pendant que la recherche. Je ne veux pas perdre le fil, là. Est-ce que la députée peut répondre à sa question exactement? Oui, tout à fait. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir le chiffre du nombre d'immigrants qui parlent un français fonctionnel au point d'arrivée au Québec? Immigrés. Attendez, on va patienter, sinon on pourra suspendre et poser une deuxième question. Regarde. Mais souhaitez-vous qu'on suspende? On ne peut pas. Donc, est-ce que c'est par catégorie? C'est parce qu'il y a plusieurs catégories, là. Alors, je veux juste bien répondre, là. Parce que la députée sait très bien qu'il y a plusieurs catégories d'immigration. Alors... Économique. Immigration économique. Oui. Bon. OK, bon. Attends. La connaissance de français, ce qu'on a comme chiffre pour l'année 2017, c'est 42 pour l'ensemble des catégories d'immigration et 61,5 des travailleurs qualifiés adultes. D'abord. Merci beaucoup pour Merci, la réponse. Madame la députée de Marie-Victorin. Merci. Maintenant, on sait que lors du rapport de la VG, il a été question des organismes en francisation. Il y avait certains problèmes qui avaient été relevés. Les organismes
mettait à l'avant-plan là, qui n'était pas indexé en fonction du nombre réel d'étudiants en francisation qu'ils recevaient. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait à ce niveau-là pour corriger la situation? Monsieur le ministre. On sait oui, mais on est en train de trouver la réponse exacte. Monsieur le sous-ministre, vous voulez prendre la parole? Oui, pour apporter des précisions, le rapport qui a été déposé à la vérificatrice, vous avez l'ensemble de ce rapport-là, dans l'ensemble des mesures qui vont être prises, dont une mesure qui traite exactement de la question de l'indexation à cet égard-là. Est-ce que ça vous convient, Madame la députée de Marie-Victorin, les informations du sous-ministre? Ça va? Tout à fait, merci beaucoup. J'ai une question maintenant en ce qui concerne les infirmières françaises que nous recevons ici au Québec. En fait, de façon générale, sur le processus d'intégration des diplômés hors Québec, mais notamment, particulièrement dans ce dossier-là, parce qu'on sait que c'est quand même un dossier important, d'autant plus qu'on a besoin d'un grand nombre d'infirmières au Québec. On l'a vu dans l'actualité ces derniers temps. Puis, évidemment, il y a des gens qui travaillent au sein de nos hôpitaux, qui travaillent à l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec, qui se questionnent beaucoup, par exemple, quant au fait qu'on sélectionne des infirmiers, des infirmières pour venir travailler ici, donc à l'étranger, mais qui n'ont pas nécessairement une connaissance du français avant d'arriver. Ils ont 4 ans pour se mettre au fait du processus, mais on sait très bien que pour travailler dans un hôpital, pour travailler auprès des patients québécois, ils doivent avoir un niveau de connaissance du français qui est minimal. Alors, pourquoi ce n'est pas une condition au point d'entrée? Pourquoi on n'exige pas la connaissance du français dès le départ? Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le sous-ministre pourrait répondre à la question. Monsieur le sous-ministre, c'est à vous. Monsieur le Président, c'est un fait que quand il y a eu une période où on a augmenté la valeur de la qualification des professionnels là, au niveau des diplômes, un petit peu, je dirais, au détriment, là, toute proportion gardée de la connaissance du français dans le pointage. Ça a donné lieu, effectivement, à une arrivée plus importante de gens qui répondaient aux besoins du marché du travail en termes de qualification. Mais dans le cas de certains métiers, dont celui d'infirmière, puis je pense en général les métiers qui sont liés à des services aux personnes, il a fallu rééquilibrer parce qu'effectivement, on avait des infirmières qualifiées, mais qui n'étaient pas en mesure de donner des soins en français. On a constaté ça avec le réseau de la santé et on a perdu effectivement beaucoup de personnes infirmières vers l'Ontario. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rééquilibré de façon importante l'importance de la connaissance du français dans la grille de sélection pour ce type de métier-là. C'est bien. Je vous remercie, Madame la députée de Marie-Victorin. Donc maintenant, est-ce que la condition du français est exigée au point d'entrée? Oui. Monsieur le sous-ministre, à vous. Oui, Monsieur le Président, l'importance des points donnés à la grille pour la connaissance du français est maintenant revenue, ce qui fait en sorte qu'au niveau de la sélection, on va choisir des gens davantage dans ces métiers-là qui vont connaître le français. C'est sûr que ce n'est pas 100%, là, mais principalement, c'est des gens qui vont connaître le français. Je vous remercie, Madame la députée de Marie-Victorin. Merci. Concernant l'accès aux ordres professionnels, on sait que c'est une question vraiment d'importance, toute la question de la reconnaissance des diplômes. De ce qu'on a pu constater, il y a 3 ententes maintenant qui sont en vigueur cette année, contrairement à 5 l'année dernière. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels ordres professionnels n'ont plus d'entente avec vous et pourquoi? C'est bien. Je vous remercie. Je cède la parole. Je cède la parole. On dit d'entente, est-ce qu'on réfère au projet pilote? Parce que moi, j'ai beaucoup plus de projets et d'entente que 3 ou 5. Là. Alors, je veux juste être clair, là, parce que j'ai fait une liste tout à l'heure. Je ne sais plus à qui je répondais. Là. C'était au député de Mercier, où j'ai fait une liste de beaucoup plus que 3-5 ententes. Je veux juste comprendre, parce qu'on a convenu d'entente de projets spécifiques avec plusieurs ordres professionnels. Est-ce qu'elle veut dire la même chose quand elle parle d'entente? Je veux juste être sûr qu'on trouve la bonne réponse. Par le cas des projets pilotes, vraiment des ententes. Mais quel genre d'entente? Honnêtement, là, je veux comprendre, vous cherchez quel type d'entente. Vous faites référence à quelles ententes exactement? On va vous revenir avec les ententes particulières.
Dans le fond, je vais reporter mon temps sur le reste, puis on va vous trouver la donnée exacte. Mais il vous reste encore du temps, non? Êtes-vous monsieur? Non, vous le reportez, c'est bien. Bon, parfait. Alors, pour revenir à la question que je vous avais posée, là, on a discuté avec les gens du ministère. On parlait bel et bien du programme d'accès aux ordres professionnels. Monsieur le Président, avec votre permission, le sous-ministre Matt répondrait à la question avec consentement. Ça va. À vous, monsieur le sous-ministre. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, là, on cherchait un petit peu desquelles étaient question. Alors, peut-être faire revenir un petit peu en arrière parce que c'est là-dessus qu'il y a eu un peu la confusion. Ce programme-là existe depuis 2002. Ce qui fait que depuis 2002, il y a eu une trentaine d'ententes qui ont été signées avec des ordres professionnels. Cette année, on a ajouté à ces ententes-là ou bonifié des ententes déjà existantes pour les ententes avec l'Ordre des architectes du Québec, avec l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, avec l'Ordre des ingénieurs du Québec, avec l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux familiaux du Québec, avec l'Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie, en électrophysiologie médicale du Québec, ainsi que 2 projets qui ne sont pas avec des ordres professionnels, mais qui vont avoir une importance. Un avec le Conseil interprofessionnel du Québec et l'autre, c'est le projet Qualification Montréal pour devenir Qualification Québec. Mais il y a une trentaine d'ententes qui sont toujours en vigueur, là. On n'a pas mis fin à des ententes. Ce qu'on a présenté, c'est les 5 nouvelles suites aux travaux de la ministre de l'époque. C'est bon. Je vous remercie. Maintenant, je cède la parole à la députée de Marie-Victorin. Merci. Il y a également, sur la question donc de l'immigration, toujours évidemment, au mois de décembre, il y a eu une étude là, dans Le Devoir qui a paru, en fait, un reportage qui nous montrait qu'il y avait beaucoup d'immigrants francophones qui peinent à se trouver du travail parce qu'ils ne parlent pas anglais. Donc, des gens qui arrivent ici au Québec, qui parlent français, qui sont sélectionnés notamment parce qu'ils parlent français, mais qui se retrouvent sur le marché du travail et qui, finalement, n'ont pas accès à des emplois parce qu'ils n'ont pas parlé, ils ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare. Et il y a même les statistiques du Midi qui nous disaient au printemps 2016 que le taux de chômage des immigrants francophones était de 40 % supérieur à celui des nouveaux arrivants anglophones. C'est une situation qui est évidemment extrêmement préoccupante et c'est pourquoi, notamment, ma collègue de Schlager-Maisonneuve a déposé un projet de loi cet automne donc, qui contient de multiples mesures là, pour favoriser l'intégration en emploi des personnes immigrantes. On a notamment là, changé quelques dispositions. En fait, on a proposé des changements à la Charte de la langue française et pour interdire à l'employeur d'exiger pour l'accès à un emploi ou à un poste une connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d'une langue autre que la langue officielle, en l'occurrence le français dans le cas du Québec, là, sauf exception. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non, avec ça? Ça va, je vous remercie, Monsieur le ministre. Excusez-moi, mais juste d'accord avec quoi exactement? Là? La députée me demande si je suis d'accord avec quoi précisément. Considérant le taux de chômage qui est beaucoup plus élevé chez les immigrants francophones par rapport aux nouveaux arrivants anglophones, est-ce que vous seriez d'accord pour, par exemple, faire des modifications à la Charte de la langue française qui interdiraient aux employeurs d'exiger une connaissance de la langue autre que la langue officielle, sauf dans les cas où c'est réellement prouvé que la connaissance de la langue autre, en l'occurrence l'anglais dans ces cas-ci, est nécessaire? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Je vais référer la députée à la ministre responsable de la Charte de la langue française. Madame la députée de... Parfait. Parce que c'était la députée de Schlager-Maisonneuve qui a déposé le projet de loi 998 à l'automne dernier pour vraiment faciliter l'accès aux personnes immigrantes sur le marché du travail. Ce projet de loi contient, évidemment, comme le ministre le sait, on en a parlé très souvent, de multiples mesures, une vingtaine de propositions qui visent aussi à faire en sorte, donc, évidemment, de favoriser l'intégration en emploi. On a notamment évoqué la question des CV anonymes que le ministre, à ce moment-là, a complètement rejeté du revers de la main. Mais ce que nous avons trouvé, c'est que l'approche du CV anonyme a permis aux personnes ayant un nom jugé discriminant d'avoir 32 % plus de chances d'être convoquées en entrevue et 36 % plus de chances d'être embauchées en France lorsque
ça a été voté, mais il y a le gouvernement fédéral également qui le fait. Alors nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en place des projets pilotes, étant donné qu'il y a eu des bons résultats ailleurs. Alors pourquoi est-ce que le ministre a rejeté cette option du revers de la main, alors que ça pourrait être appliqué chez nous et favoriser la place des personnes immigrantes sur le marché du travail? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Nous, ce qu'on favorise, puis ce qu'on a dans le budget est assez clair, Monsieur le Président. On a une série de mesures, puis je veux dire, on ne va pas toutes les lire, là, pour s'assurer justement que tant dans la fonction publique que dans l'ensemble du marché du travail, il y a une plus grande place qui soit faite, puis qu'on justement, on jumelle, puis on en a parlé beaucoup, on jumelle les immigrants et les immigrantes aux emplois. Moi, ma perception, c'est que les entreprises à travers le Québec recherchent des travailleurs, acceptent des travailleurs issus de l'immigration. Et on a parlé, puis le budget est rempli de mesures, justement, puis on en a parlé pour favoriser le maillage et la régionalisation de l'immigration pour répondre aux besoins de la pénurie de main-d'œuvre. Sur les CV anonymes, là, je n'ai pas le document devant moi, mais il y a des articles français qui disent que ça nuit. Alors, c'est loin d'être unanime là, sur les CV anonymes, qu'en réalité, ça a un effet négatif sur l'emploi des personnes issues de l'immigration et que ce n'apporte pas les résultats escomptés. Donc, c'est très mitigé. Ce n'est pas la panacée que prétend le Parti québécois. Alors, devant ces résultats très mitigés, puis la France semble citer, j'apprécierais qu'elle dépose les documents français auxquels elle fait référence, parce que moi, puis je vais les trouver, là, il y avait des documents français qui disaient le contraire aussi. Alors déjà, au minimum, il n'y a pas 100% de consensus en France sur l'efficacité du CV anonyme. L'Ontario le fait, on va voir ce que ça donne, mais pour nous, ce n'est pas là la solution. La solution, c'est ce que nous faisons avec toutes les mesures dont on a parlé ce soir. Puis là, je comprends pour le temps, la députée ne voudra pas que je fasse la liste, mais ce qu'il y a dans le budget, là, l'ensemble des mesures sur la régionalisation de l'immigration, les mesures de francisation additionnelle, le travail avec les entreprises, les organismes communautaires, les MRC municipalités, on est véritablement en train de mettre de l'avant une façon de donner plus d'emplois à nos personnes issues de l'immigration et répondre à la pénurie de main-d'œuvre. Je vous remercie. Maintenant, j'invite la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, je dirais quand même que ça coûterait rien d'essayer, étant donné qu'il y a vraiment des experts qui montrent que ça a eu des effets bénéfiques à l'extérieur. Mais bon, c'est le choix du ministre. Pour nous, c'est clair que c'est un des projets pilotes que nous mettrions en place une fois au gouvernement. Il y a une autre question également sur laquelle le gouvernement pourrait avoir un pouvoir d'action très clair, très direct. C'est au niveau du secteur public, donc la représentation des Québécois issus des minorités dans le secteur public. Je sais que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup plusieurs aussi de nos collègues. J'ai eu l'occasion de faire un panel avec le député de Laval-des-Rapides il y a quelques semaines qui se disait, il l'a dit lui-même tout à l'heure, un peu candidement, mais il était déçu du bilan actuel quant à la place de la diversité dans le secteur public québécois. Il y a le journaliste Thomas Gerbet de Radio-Canada qui, au mois de janvier, nous faisait un bon état de la situation qui revient à la charge périodiquement, mais qui nous donnait les nouveaux chiffres issus du résultat de son enquête et qui nous confirmait, par exemple, qu'à la Société des alcools du Québec, on ne compte que 2 % de représentants des minorités visibles parmi les employés. À Hydro-Québec, c'est seulement 4 % et dans les ministères provinciaux, on a 7 %. D'ailleurs, je note que parmi votre équipe ici au ministère donc de l'immigration, de la diversité, il y a une belle représentation diversifiée des Québécois de toutes origines, mais visiblement, quand on regarde le 7 %, là, c'est vraiment pas à la hauteur des 13 % des Québécois qui font partie des minorités visibles. Alors, le gouvernement devrait avoir comme mandat de donner l'exemple. Ces chiffres-là sont vraiment déplorables. Qu'est-ce qui a été fait dans les dernières années? Pourquoi le gouvernement refuse d'agir directement pour donner plus de place aux Québécois de toutes origines dans notre secteur public et ainsi représenter beaucoup plus la réelle proportion des Québécois issus des différentes minorités? Je vous remercie. Monsieur le ministre.
Alors, je réfère la députée au budget. Ça aurait été intéressant qu'elle le lise. Afin de favoriser l'intégration en emploi des nouveaux arrivants et des minorités visibles et leur permettre d'acquérir une première expérience de travail au Québec, le plan économique du Québec de mars 2018 prévoit 14 millions de dollars pour la mise en œuvre d'un nouveau programme d'intégration dans la fonction publique. Les personnes admissibles seront notamment celles qui ont obtenu le statut de résident permanent depuis moins de 5 ans, font partie des minorités visibles ou ethniques, répondent aux conditions d'admissibilité de la classe d'emploi visée, ont moins d'1 an d'expérience de travail dans le domaine d'expertise au Canada, possèdent une connaissance du français suffisante pour répondre aux exigences d'emploi. La mesure d'intégration en emploi permettra l'acquisition d'une expérience de travail considérable pour les participants pour une période d'1 an dans un emploi pour lequel ils possèdent des qualifications. Ceux-ci bénéficieront d'un accompagnement tout au long de l'emploi afin de leur permettre de développer leurs compétences. Au terme de l'emploi, la mesure permettra la participation à un processus de qualification réservé qui peut mener à un emploi permanent ou occasionnel en fonction publique. Alors, loin de refuser, M. le Président, on a des mesures concrètes dans le budget. Puis pour ce qui est du reste de la fonction publique et de la SAQ, je réfère la députée au président du Conseil du Trésor, parce que c'est lui qui est responsable de l'embauche dans l'ensemble du gouvernement, puis la SAQ relève du ministre des Finances. Je vous remercie, Madame la députée de Marie-Victorin. Oui, le ministre nous fait une nomenclature de tout ce qui a été fait, mais pourtant, on fait le bilan des 15 dernières années libérales, puis 2 4 7 c'est vraiment en deçà des cibles. Est-ce que vous seriez d'accord, comme ma collègue de Schlager-Maisonneuve l'a proposé via son projet de loi, pour élargir la loi sur l'accès en emploi dans les organismes publics à l'ensemble des organismes publics, oui ou non? Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le Président, dans les 15 dernières années, il y a eu 18 ou 19 mois de gouvernement du Parti québécois et j'attends encore de voir la myriade d'actions que ce gouvernement a mis en place pour répondre aux questionnements de la députée. Je ne les ai pas vus. Moi, je suis ici pour parler principalement des crédits 18-19. Puis pour répondre spécifiquement, là, je viens de lire une mesure précise, concrète, avec de l'argent pour justement répondre à ça. Alors, on est engagé avec des mesures concrètes. La députée de Marie-Victorin peut-elle me donner la liste des mesures qui ont été prises dans le cadre des 19 mois du gouvernement du Parti québécois pour répondre à cet enjeu qui est maintenant si crucial pour le Parti québécois? Je vous remercie, Madame la députée de Marie-Victorin. Écoutez, Monsieur le Président, là, on parle de 15 années libérales. Nous, dans la dernière année, là, seulement dans l'opposition, on a déposé un projet de loi qui contient 20 mesures très concrètes que le gouvernement pourrait adopter. On lui a tendu la main pour l'adopter très rapidement, en toute collégialité, et de pouvoir avoir des mesures extrêmement concrètes pour améliorer la représentation des personnes de toutes origines dans nos sociétés d'État, mais également sur le marché de l'emploi de façon donc à améliorer donc la lutte contre le racisme et la discrimination. Mais si on retourne aux propositions justement très concrètes qui sont contenues dans notre projet de loi, on a également la place de la diversité sur les conseils d'administration des sociétés d'État. Et selon nos sources, il y a moins de 1% sur les CA là, des sociétés d'État qui sont des gens issus de la diversité. Nous, ce qu'on demande, c'est une personne sur 6, donc 1/6. Est-ce que oui ou non, vous êtes d'accord avec ça? C'est bien. Monsieur le ministre. Président, on finance déjà un projet avec le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec pour aller vers une plus grande représentation de la diversité dans les conseils d'administration de l'État. De un. De deux, si ce projet de loi-là était si fondamental, pourquoi n'a-t-il pas été présenté alors que le Parti québécois était au pouvoir? Puis quand on lit le projet de loi, là-dedans, il y a des mesures concrètes telles que former des comités et faire des états généraux. C'est ça, je l'ai lu, le projet de loi. Des mesures concrètes pour nous, c'est pas faire des comités. Nous, des mesures concrètes, c'est 14 millions pour augmenter la diversité dans la fonction publique, tel que le dit le budget, M. le Président. Je vous remercie. Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, je lui en nomme une panoplie d'actions concrètes, de mesures concrètes qui sont contenues dans notre projet de loi pour la diversité au sein des conseils d'administration. Écoutez, c'est quand même assez simple à faire. On le fait dans le cas des femmes, ça fonctionne. Je vais répondre à la question. Il y a un projet financé par le Midi avec le regroupement des jeunes chambres de commerce pour exactement cet objectif-là, favoriser la diversité dans les conseils d'administration. Monsieur le Président, il n'y a pas de loi. Veuillez vous adresser à la présidence, s'il vous plaît. Oui. Madame la députée de Marie-Victorin, le temps est alloué à vous. Tout à fait.
Donc, Monsieur le Président, il n'existe pas de loi qui oblige une certaine présence de la diversité sur les conseils d'administration, comme c'est le cas pour les femmes ou comme c'est le cas pour les jeunes, par exemple. Votre question est posée? Oui. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, on a un projet concret. Pourquoi une loi? On est en train de le faire avec le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Alors, l'approche est différente. La députée préfère un projet de loi. Nous, on préfère du concret maintenant, qui est en œuvre maintenant. C'est bien, je vous remercie. Madame la députée de Marie-Victorin. Oui, merci, Il vous reste monsieur. peu de temps. Combien de temps? 2 minutes. 2 minutes, alors. Allons-y sur la condition de première expérience canadienne de travail. Il y a une autre mesure extrêmement concrète qui est contenue dans notre projet de loi, puis c'est d'interdire, comme en Ontario, donc cette première expérience canadienne de travail, parce qu'on sait qu'il y a de nombreux employeurs qui l'exigent, et ça empêche de nombreuses personnes immigrantes de pouvoir avoir accès à un emploi. Alors, est-ce que vous avez évalué cette possibilité? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez à court terme? C'est bien. Merci. Je ne comprends pas exactement de quoi on parle puis l'impact là, par rapport à ce qu'on fait présentement ici au Québec. Okay. Pouvez-vous préciser? Je voudrais juste une précision. Là. Je ne comprends pas la question. Pouvez-vous préciser, Madame la députée de Marie-Victorin? Oui, c'est très simple. Il y a plusieurs employeurs qui exigent aux personnes qui leur soumettent une candidature d'avoir une première expérience de travail canadienne, donc d'avoir déjà travaillé au Canada. Nous, ce qu'on souhaite, c'est évidemment interdire cette pratique-là, qui est totalement discriminatoire à l'égard des personnes qui viennent d'arriver au Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous l'avez évalué? Alors, ce que je peux répondre, c'est que l'immigration économique est contrôlée par le Québec, en vertu de l'accord Canada-Québec, puis le programme PRIME sert spécifiquement à financer la première expérience au Québec. Alors, quand il y a quelqu'un qui arrive en immigration économique, c'est pour venir travailler au Québec. Alors, je vois pas le lien, là. Alors, le programme PRIME fonctionne très bien et intègre, justement, la personne en faisant un maillage à l'emploi. Alors, je vois pas, là, la distinction là, qu'essaie de faire la députée, là, ici. Merci. Il vous reste 30 secondes. Tout à fait, M. le Président. Simplement préciser, il y a plein d'immigrants qui sont sélectionnés par le Québec au niveau économique, qui arrivent ici et qui ne peuvent pas travailler, qui reçoivent, par exemple, du chômage parce qu'ils sont incapables de se trouver un emploi, notamment en raison de conditions comme celle-là, qui permet, en fait, qui n'empêche pas, du moins, là, d'interdire, comme c'est fait en Ontario, que les employeurs puissent exiger une première expérience de travail votre canadienne. question? Et voilà. C'est bon. Le temps étant écoulé.